Bienvenue dans Nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibrer et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes et à tous, nous voici de retour dans une autre émission Nos francophones ont du talent sur Choc FM 105.1, une émission lancée par la radio francophone communautaire de Toronto pour mettre en valeur et faire connaître les personnalités individuelles et les organismes francophones de notre province qui œuvrent au quotidien pour faire briller la francophonie en milieu minoritaire. Aujourd'hui, on va parler de littérature avec mon invité à l'occasion de la parution il y a peu de son deuxième roman. Karine Bouquillon est mon invitée en studio. Bonjour Karine. Bonjour Guillaume. Merci d'être présente et de te prêter à ce jeu du portrait. Pas portrait chinois, mais en tout cas, on va essayer de faire un portrait chronologique de ta carrière et avec un point de vue particulièrement porté sur la littérature et ton amour des mots, ton amour des livres. Je crois qu'on parlera aussi pas mal de voyages et même de grandes échappées, de voile, parce que ça fait partie de tes passions, n'est-ce pas? En effet, oui. Ouais. En effet, la voile et l'écriture font partie de mes passions. Et j'imagine que peut-être que l'une et l'autre de ces passions se nourrissent mutuellement. On va revenir un petit peu en arrière, Karine, mais tout d'abord, justement, pour mieux te connaître, pour mieux te faire connaître des auditeurs, et également sur notre page YouTube en vidéo, cette émission sera aussi retransmise. Karine, où est-ce que tu es née? Ton accent n'est pas perceptible à mes oreilles de français d'origine. Et je sais que tu as un parcours de vie intéressant, justement. Alors, explique-nous d'où tu viens, d'où vient peut-être ta famille, en 2 mots, si tu veux bien. Oui, bien sûr. Donc, moi, je suis née à Montréal. Née à Montréal. De père belge. D'accord. Qui avait aussi des origines françaises plus lointaines. OK. Et de mère germano-hollandaise. Oh, ça fait un beau mélange. Oui, donc mes parents ont immigré, non pas ensemble, mais séparément. Maman au début des années 50, avec sa sœur, et mon père est arrivé au milieu des années 50 aussi, donc quelques années plus tard. Et ils se sont rencontrés d'ailleurs à la Chambre de commerce belge de Montréal. Ah, ça c'est amusant. Donc ils étaient tous les deux francophones, c'est ça? Non, pas du tout. Maman ne parlait pas le français, et mon père pas l'allemand. Mais ils avaient en commun l'anglais, bien sûr, puisque bon, ils vivaient à Montréal plutôt en milieu anglophone. D'accord. Et aussi, j'imagine en partie le hollandais et le flamand, puisque mon père parlait le flamand et ma mère le hollandais. Mais je sais que leur langue commune était l'anglais. Donc c'est un peu la première langue que j'ai entendue, c'est l'anglais en naissant. La première langue que tu as apprise également? Que j'ai entendue, non. Que tu as entendue, d'accord. Mais toi, en tant que nouveau-né, quoi, en fait. Mais donc mes parents se sont mariés à Montréal, j'y suis née, et ils ont décidé à un moment donné de rentrer en Europe parce que toute leur famille, les grands-parents, les cousins, etc., commençaient à naître. Mais ma mère nous a toujours parlé en allemand, en fait, depuis ma plus tendre enfance, et mon père en français à un moment donné quand on était de retour en Belgique. Et donc j'ai des points d'accent belge, en effet. Presque imperceptible, mais maintenant que tu le dis, effectivement, on peut l'imaginer. Mais donc tu es de naissance canadienne. De naissance canadienne, et donc nous sommes rentrés en Europe quand j'avais moins d'1 an en fait. Donc j'ai vécu un peu en Allemagne, et puis mon père a trouvé un emploi dans le sud de la Belgique, dans la partie francophone. D'accord. Où il a construit une entreprise de panneaux de particules, et puis... Donc j'ai grandi dans la région de Chimay, pour les amateurs de bière. Oui, en effet, oui, je me disais bien que ça résonnait à mes oreilles. Chimay, oui, c'est une bière blanche, non? Brune. Brune. Ok. Faut que je révise. Il y en a plusieurs variétés, mais... Donc voilà, donc j'ai grandi dans cette région-là. J'ai fait toute ma scolarité jusqu'à l'âge de 18 ans à Chimay, et puis je suis partie à l'université à Mons d'abord, pour faire mon baccalauréat en ingénierie commerciale, et ensuite sciences politiques à Louvain. Alors, Relations internationales. Ingénieur commercial d'abord et sciences politiques à Louvain. Ben, j'ai fait le baccalauréat, donc ce n'est pas le diplôme complet, c'est la première partie. Et puis je suis venue plusieurs mois au Canada d'ailleurs, après mon baccalauréat. C'était toujours mon rêve, là, sachant que j'étais native du Canada,
de ce pays chaque fois. Enfin, je suis revenue pour la première fois à l'âge de 20 ans. Et j'y ai repassé encore plusieurs mois un peu plus tard et j'ai adoré ce pays. Donc, Et, si je comprends bien, tu avais déjà peut-être à cette époque-là l'idée de revenir au Canada ou oui, c'était... Ouais. c'était un rêve. C'était un rêve. Et je l'ai tenté plusieurs fois en fait et je pense que la troisième était la bonne, mais c'était il n'y a pas si longtemps. Mais je suis revenue régulièrement. Tes Mais parents avaient des attaches encore, des amis, bon, pas de famille, des j'imagine, amis, mais oui. ouais. Et puis curieusement, enfin surtout du côté de ma mère, ses frères et sœurs ont plus ou moins tous vécu à un moment donné au Canada, même rencontré leur conjoint. Mais la plupart sont rentrés en Europe, excepté le plus jeune frère de ma mère qui est resté à Montréal et finalement a, a déménagé dans la région torontoise. Et c'est une des raisons pour laquelle je me suis retrouvée en région de Toronto, puisqu'il m'a hébergé, moi et mes enfants, pendant quelques mois au début de mon arrivée ici. Et puis, Alors, on va y revenir un peu plus tard, mais si on continue à dérouler brièvement la chronologie, je voulais juste savoir, au moment où tu fais tes études, tu te destines à quelle carrière, quels sont tes rêves de jeune adulte à ce moment-là? je dois dire que mon choix d'études a été perturbé par le décès de mon père Hmm. quand j'avais 18 ans. Ah oui, Et jeune. très jeune, et parce qu'en fait, mon rêve, c'était de devenir médecin. J'ai D'accord. pas été du tout dans la direction. Et mon rêve, c'était d'être devenir médecin, d'être devenir pédiatre et je sais pas, travailler pour des organismes internationaux et soigner des enfants. Donc finalement, comme j'étais assez bonne en maths, en langue, etc., on m'a orientée plus vers une carrière commerciale. Tu sais, on reçoit un peu l'appui de conseillers en éducation, etc. Ouais. Mais j'ai tâtonné parce que je n'avais pas l'impression que j'accomplissais vraiment un rêve. Et je savais juste qu'il fallait que j'ai un diplôme, donc j'ai été au bout de quelque chose. La littérature, à ce moment-là, c'est déjà une passion, un intérêt. Tu lis beaucoup, tu es une... Oui, je lisais beaucoup et j'ai commencé à écrire en fait après le décès de mon père. D'accord. Et d'ailleurs quelque chose d'assez biographique en fait, de raconter mes états intérieurs, de les écrire. Mais j'écrivais n'importe où, hein. À l'époque on n'avait pas d'ordinateur, donc c'est sur un carton de bière dans un café, un petit carnet dans le sac à main, enfin toutes sortes de petites notes et de réflexions sur la vie. Et c'est cette introspection, on va la retrouver d'ailleurs Mhm. dans tes livres plus récemment. Mais si je comprends bien également, ces notes et ces bribes que tu écris dans tes jeunes années n'ont jamais été publiées? Je les ai reprises, disons, après quelques années ici au Canada, j'ai décidé d'écrire une autobiographie qui est non publiée. C'est plutôt un journal en fait. D'accord. Et j'ai repris toutes ces petites notes dans cette autobiographie que j'espère à un moment donné publier, mais il faudrait que j'y consacre un peu de temps pour la retravailler. Donc toutes ces notes que j'avais prises et que j'ai conservées, je les ai en effet reprises dans... Puis ces réflexions aussi, cette quête de sens à la vie, de comprendre au-delà du souhait de rencontrer le partenaire idéal, construire une famille, avoir une carrière qui nous plaît, quelle est... D'ailleurs, ça transparaît au travers de mon roman. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose aussi à découvrir en nous-mêmes que nos fonctions sociales extérieures? Alors, on va tout de suite parler du livre Souviens-toi des femmes de Turtle Island. C'est publié aux éditions D'accueil. Terre et d'Accueil, voilà, collection Terre d'Accueil, il y a quelques mois de cela, 2022. Souviens-toi des femmes de Turtle Island. On va parler du titre d'abord, évidemment. Turtle Island, c'est le nom. Un des noms en tout cas qui était utilisé, et tu m'arrêtes si si je dis des bêtises, mais qui était utilisé donc pour désigner La terre, voilà, la terre ici l'Amérique en Amérique ouais, du Nord, l'Amérique du Nord par des Premières les Nations. Premières Nations. L'intérêt que tu portes justement aux Premières Nations, il est assez ancien, j'ai l'impression. Mais peut-être que tu vas nous expliquer justement d'où ça te vient. Est-ce que c'était l'étude de l'histoire qui t'a amené vers
cet aspect-là du Canada et du patrimoine canadien? Pour remonter très très loin, je pense que j'étais déjà attirée par la culture des Indiens d'Amérique du Nord, si on peut les appeler comme ça, ou les Premières Nations enfants. Ouais. Parce que par exemple, je fabriquais mes propres arcs à flèches. Et En Belgique? j'adorais m'habiller en indienne avec des tresses et des plumes. Et enfin, j'avais déjà, et dans les films, je trouvais toujours que c'était injuste le traitement qu'on réservait dans les westerns. Ouais, les westerns Oui, américains, américains, hollywoodiens, ouais. etc. Donc je pourrais dire que j'étais déjà un peu touchée par le sujet. Est-ce que Et puis, c'était inconsciemment ton mes origine vies antérieures. canadienne, peut-être tes vies antérieures, mais est-ce que c'était le fait que tu sois né au Canada qui a fait que inconsciemment tu t'intéressais particulièrement au patrimoine et aux origines de ces Premières Nations? Je ne pense pas que c'était lié, bon, enfin peut-être que c'était lié parce que j'ai toujours été fascinée par le fait d'être née dans un pays. Quand on grandit en Europe, c'est tellement loin, quoi. C'est même Ouais. plus loin que la Lune, parce que la Lune, on la voit, mais le pays, la terre où je suis née, je ne la voyais pas. Donc, c'est sûr que... Et je pense que mes parents avaient un intérêt, parce qu'ils ont souvent rencontré des Premières Nations. J'avais même une poupée indienne qu'ils avaient achetée dans une réserve quand j'étais enfant. Mais alors après, cet intérêt à l'adolescence est un peu perdu. Et puis, en revenant ici au Canada, plusieurs fois, j'ai essayé d'en apprendre davantage. Mais ça m'a particulièrement interpellée quand je suis arrivée ici en 2005 avec mes enfants qui étaient adolescents. Ils avaient 14 et 15 ans. Et quand je leur demandais qu'est-ce que vous apprenez à l'école sur les Premières Nations, ben, il n'y avait pas grand-chose. Si pas rien du tout. En fait, eux, Ouais. en ce qui les concerne, ils n'avaient absolument aucun cours. Et quand on vient d'Europe, où quand même on est en lien familialement, d'abord avec nos traditions ancestrales, Ouais, les absolument. cours d'histoire sont essentiels dans notre éducation européenne. Et même, On apprend on peut dire que l'histoire. cette histoire façonne un petit peu qui nous Mais sommes. absolument, Ça va vraiment au-delà, depuis peut-être l'ère des... de l'âge de la pierre, l'âge du feu, les invasions successives, les Romains, la Grèce ancienne, l'Égypte, enfin, on est vraiment imprégné de notre passé, en fait, en Europe. Et c'est Et vrai que dans c'est d'autres régions du surprenant monde, parfois d'ailleurs. en tant qu'immigrant Ah oui, ici, on se rend compte à quel point il y a un l'histoire a peu vide. de place Ouais. et peut-être moins, on la tient moins en estime, Mhm. on s'y intéresse un petit peu moins peut-être. Mhm. Évidemment, beaucoup considèrent qu'il n'y a pas d'histoire alors que c'est complètement C'est faux. complètement faux. Mais cette histoire Mhm. est méconnue et donc est peu transmise finalement, il me Mhm. semble. C'est sûr qu'on a l'impression que l'histoire du Canada ici a commencé en 1867, et puis avec les colons avant. Ouais. Mais finalement, quand on y songe, les gens qui vivent ici, la plupart sont des descendants de colons ou d'immigrants. Alors il y a les immigrants plus récents qui ont encore des attaches avec leur pays d'origine et leurs racines. Ouais. Mais il y en a beaucoup, on dirait qu'ils sont comme... Il n'y a plus rien, ils n'ont plus du tout, ils sont plus du tout connectés avec leurs origines familiales. Et il n'y a pas de tradition ancestrale qui les relie avec l'histoire de cette terre où ils vivent. Et moi, je trouve qu'on doit recréer des ponts parce que cette culture est quand même très riche. Donc j'ai lu beaucoup sur le sujet. J'ai suivi un cours offert par l'Université de l'Alberta qui retrace toute l'histoire non seulement de la culture autochtone, leur richesse spirituelle, sociale, économique, leur connaissance médicinale, qui existe depuis des milliers d'années Oui, ici. oui, absolument. Et il semble que tout ça n'existe plus, quoi. Et je pense que c'est important de recréer des ponts. Alors j'ai appris dernièrement que les élèves de 11e vont commencer à avoir un cours de littérature autochtone, donc ça m'a... Ah, Je ça, trouvais c'est ça une bonne nouvelle. très, Tu très me bonne l'apprends nouvelle. aussi, oui, c'est excellent. Oui. Tu En- déplores qu'il n'y ait pas assez cette connaissance, cette transmission dans Oui, l'éducation? Ouais, c'est oui, un manque. absolument, Ouais, oui. ouais. Absolument. Et puis aussi de se relier à comprendre mieux comment fonctionnait la société des Premières Nations, la culture sociale, déjà la place des femmes, qui était absolument l'égale de l'homme. Et ça c'est un aspect qui m'interpelle beaucoup. Et Alors, on va en puis, parler justement, si tu veux ouais. bien. Je vais essayer de mettre la jaquette du livre sur une des caméras. Voilà, souviens-toi des femmes de Turtle Island. Évidemment, la thématique féminine est au centre du livre. Mhm. Et peut-être que tu vas pouvoir nous expliquer en deux mots l'histoire de cette femme
qui croit qu'elle a trouvé l'amour et puis qui en fait se trouve dans une mauvaise situation finalement. Et, ces femmes autochtones avaient... c'était un matriarcat, c'était une forme de... Ouais. Ce sont des sociétés matriarcales et matrilinéaires. Donc même l'homme venait vivre dans la famille de la femme. Évidemment, mon héroïne, j'ai choisi intentionnellement une femme. Oui. Et une femme qui n'est pas moi, mais qui a quand même, pour moi, faire le parallèle avec des défis qui sont d'une femme autochtone dans le monde d'aujourd'hui, immergée avec des cultures différentes de la sienne, et néanmoins reliée à sa propre culture grâce à ses parents, et qui vit des défis similaires à n'importe quelle autre femme. C'est-à-dire, et encore plus pour elle, vu son statut, c'est ça que j'ai voulu aussi démontrer, c'est que la discrimination, elle existe partout. Ouais. C'est sûr qu'elle existe très fort à l'égard des Premières Nations. Et ça, c'est aussi un aspect qui m'a beaucoup dérangé, c'est que quand on entend parler des Premières Nations, souvent c'est assez péjoratif. Ils profitent du gouvernement, ils abusent, il y a des abus divers, l'alcool, etc. Moi, je dis désolé, mais c'est la colonisation et l'immigration qui a provoqué ça. Ce n'étaient pas des gens qui étaient alcooliques, absolument, abuseurs et profiteurs d'un système qui n'était pas le leur à l'époque. Il y a beaucoup de présupposés, effectivement, que tu cherches à briser. Mais cet angle-là, autochtone, comment est-ce qu'il a été reçu, là, puisque le livre est sorti à l'automne, donc j'imagine que tu as déjà eu quelques retours, peut-être notamment de personnes d'obédience autochtone. Quelle a été la réception? Écoutez, je n'ai pas encore eu tellement d'écho, parce que d'abord j'ai écrit en français. Et moi j'ai des relations avec des autochtones ici de l'Ontario. D'ailleurs j'ai même fait certaines retraites avec des personnes que je connais ici, que j'ai trouvées très très intéressantes. Et Karen, excuse-moi, voilà, c'est ça, il faut le préciser, ils sont très souvent anglophones, les autochtones en Ontario, davantage que francophones aujourd'hui. Et donc quand mon livre est paru fin novembre, puis qu'il y a eu il y a eu le Salon du livre de Montréal où je me suis rendue, mais comme auteur. Mais après, ensuite, il y a eu les fêtes, etc. Donc, il n'y a pas encore eu la diffusion, peut-être dans certains milieux francophones, dans les milieux, disons, des Premières Nations francophones. Mais le livre se passe à Toronto, il faut le dire, parce que des livres en français où l'intrigue a lieu à Toronto, c'est vraiment... Pas très courant. Et puis, tu m'arrêtes encore une fois si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il y a un pont avec ton premier roman. Le personnage du journaliste était déjà existant dans le premier roman? J'ai pas, en fait, ce roman-ci, c'est une version retravaillée de mon roman précédent que j'ai auto-publié, mais que je n'avais jamais publié officiellement. C'est ça, d'accord. Et dont j'ai changé le titre aussi, que ça correspondait beaucoup plus à l'histoire. Ouais. Mais ce que je voulais mentionner, parce que tu parles de Toronto, mais c'est vrai que c'est une ville que j'adore. Je m'y sens très bien, j'adore la diversité de Toronto, j'adore aussi la communauté francophone diverse de Toronto. Ouais. Et je dois dire d'ailleurs que beaucoup de mes personnages sont inspirés de gens qui existent vraiment. Ah oui? Ah oui, il faut que je fasse attention. Peut-être que je vais apparaître dans le prochain roman. Oui, tu risques de te retrouver dans un de mes prochains romans. Ah bah, ça ne déplairait pas du tout. Karine, on parle justement un peu plus dans le détail là, de tes sources d'inspiration, mais pour reprendre le fil chronologique, tu disais que tu es né à Montréal. Pourquoi ne pas avoir, lorsque tu es revenu, pourquoi ne pas avoir choisi Montréal comme ville d'attache? Je l'ai mentionné rapidement au début que tu m'as interrogé, c'est que j'avais encore un membre de la famille du côté de ma mère qui a en effet vécu plus d'une vingtaine d'années à Montréal, mais pour des raisons professionnelles a déménagé en région torontoise. Et donc, lui, c'était à peu près le seul de sa famille à pouvoir m'accueillir, ce qu'il m'avait déjà proposé dans le passé, de m'accueillir le temps nécessaire pour que je retrouve mes points d'appui, trouver un emploi. Ça a été tout de suite un coup de cœur, Toronto, pour toi? Ah non, pas du tout, parce que d'abord j'étais à Mississauga,
Ah, oui. Alors, moi, j'aime pas la banlieue. Mais ça a quand même eu, ce passage à Mississauga devait se faire, puisque mes enfants, d'abord, je les ai mis, j'habitais pas loin de l'école Sainte-Famille, donc j'ai pu Mhm. les mettre dans le système français-canadien. Ouais. Et ça, excuse-moi Donc ça, c'était d'interrompre la vraiment... discussion à chaque fois, mais ça me fait penser tout de suite de te demander si c'était important pour toi justement de transmettre l'amour du français, puisque tu écris en Absolument. français Mhm. à tes enfants. Tu as Mhm. fait ce choix-là. C'est pas toujours le choix des immigrants d'ailleurs que de continuer dans la langue Ouais. maternelle. Tu Oui, as... d'ailleurs, je voulais préciser que mes enfants sont nés en France et qui ont été dans le système français jusqu'à l'âge de 14-15 ans. D'accord. Et que, comme on le sait en France, l'apprentissage de l'anglais est assez faible, laisse à Oui, désirer. oui, c'est vrai. Donc les maîtres d'office en anglais ici, je trouvais que c'était un peu trop, quoi. Déjà, on avait effectué un gros changement de vie Ouais. complet. Et puis je venais seule, hein, j'étais divorcée, je suis venue seule avec mes enfants. C'était déjà des gros changements qu'on a décidés ensemble. En fait, c'est vrai que surtout ma fille, elle était très désireuse de changer de vie. Et mon fils était plus jeune, mais c'était naturel qu'il nous suive. Et puis, mais alors pour revenir au système scolaire, donc ça me semblait une transition plus douce pour eux de les mettre dans le système Ouais, français. ouais, je comprends. Je comprends. Et puis finalement, grâce à cette école et à une amitié de mon fils, j'ai rencontré l'homme qui est devenu mon mari. Donc on s'est rencontrés très vite après mon arrivée au Canada. Ah ouais, ça c'est une belle histoire, donc Ouais. tout est bien qui finit bien. La transition, on s'éloigne évidemment du sujet littéraire, mais c'est intéressant, je pense que pas mal d'auditeurs peuvent se retrouver aussi dans ces histoires de vie et ces parcours d'immigrants, parce que il est souvent difficile hein, de se rejeter Mhm, à corps perdu dans une nouvelle vie, sur un nouveau continent, avec la pratique effectivement d'une mhm. nouvelle langue. Et pour les enfants, c'est aussi là un choc C'est parfois ça. difficile. Ils l'ont bien appris, ils ont été Ouais. rapidement intégrés, tes enfants? Ben, ça a pris un peu de temps parce que c'est sûr qu'on était en environnement anglophone. Dès qu'on sortait du cadre familial et de l'école, on parlait anglais, mais ils ont appris très vite parce que dans les cours de récréation, les enfants parlent anglais. Ils se sont familiarisés, disons, avec la diversité francophone. Je ne peux pas dire que c'était si facile, mais alors déjà, la vie n'est pas facile. On avait fait un nouveau choix de vie. Et c'est sûr que je pense que c'est important en tant qu'immigrant ici de parler aussi des difficultés, des défis qu'on a rencontrés parce que ça aide les autres en fait. Pense que de parler de soi, de témoigner des difficultés qu'on a pu avoir, qu'elles soient humaines, professionnelles, etc., Hum, hum, hum. ça aide les nouveaux arrivants aussi à se dire, ben, y a pas que moi On n'est qui pas tout galère. seul. Ouais, ouais, c'est ça. Même à trouver un emploi, parce que moi j'avais aucune expérience canadienne. J'avais 45 ans quand je suis arrivée ici. J'avais aucune expérience canadienne, j'avais un diplôme universitaire, j'avais pas eu une vraie carrière en Europe, j'avais une entreprise, gérer une entreprise, etc. Donc on recommence un peu à zéro pour faire vivre sa famille. Et Absolument. il faut le dire, ça, c'est qu'il faut trouver sa place. Et Mais moi, je c'est l'ai beaucoup possible. plus trouvé à Toronto qu'à Mississauga, mais mes enfants ont fini leur scolarité et puis sont partis à Ottawa. Mais euh, euh, ma vie de francophone à Mississauga, elle a été assez réduite à l'école en fait. Ouais. Et je n'avais aucune idée, même qu'il y avait des radios francophones, qu'il y avait une vie francophone. Je m'y Une vie suis culturelle, familiarisée ouais. grâce Ouais. à mon mari parce que lui, il avait déjà fréquenté le théâtre français de Hum, Toronto, participé à certains festivals comme la francophonie, en fait, je ne sais plus si ça existait, ouais, mais enfin, en tout ouais. cas, il y avait déjà certaines activités et on venait à Toronto pour ça, et puis moi, ça m'a ouvert des nouveaux horizons. Et puis, à un moment donné, quand les enfants étaient partis, on a décidé de venir s'installer à Toronto, justement, pour être plus proche de notre travail, puisque moi, entre-temps, je travaillais au Collège Boréal déjà. Et ensuite, de vraiment avoir toutes ces activités, ces possibilités sous la main, et puis de fréquenter cette diversité que moi, j'adore, quoi. Je trouve que Toronto est un peu un microcosme de ce que devrait être le monde. C'est C'est vrai. qu'on est tous là, venant de partout, et on travaille ensemble, on vit ensemble, On s'intègre, on on a, ouais, confronte ouais, nos cultures, ouais. on apprend les uns des autres.
Et on retrouve d'ailleurs ces confrontations de culture dans ton roman. Évidemment, l'héroïne, la personnage principal, est une femme autochtone. Tu le disais toi-même, il y a certaines parts peut-être de toi. Et puis je pense qu'il y a toujours une part de soi lorsqu'on est auteur, en particulier peut-être pour le premier roman. Tu n'es pas autochtone, tes origines ne sont pas autochtones, mais tu es une femme. Tu publies ton premier roman comme ton héroïne. Alors, quelle est la part de Karine Bouquillon dans ce livre? C'est une question indiscrète. Tu réponds ce que tu veux. Déjà, c'est une femme qui cherche le vrai amour déjà dans une relation de couple, Ouais. qui a des déboires pour comprendre, se connaître mieux et savoir qu'est-ce qu'elle cherche vraiment. C'est une femme qui est un petit peu blessée au départ, perdue suite à une mauvaise relation, qui a un petit garçon, mère célibataire. Donc, une Ça situation rejoint difficile. une partie de mon vécu parce que j'ai vécu une situation de violence conjugale en France. Et c'est une des raisons qui m'a poussée, il y en a de multiples, mais qui m'a poussée à quitter l'Europe. Ah oui, changer de Donc, vie, véritablement. ouais. Et donc cette partie-là de mon histoire, mais je la détaille moins pour mon héroïne, mais ça rejoint une partie de mon vécu. Et voilà. Et je sais que je ne suis pas la seule femme à avoir vécu ces situations-là. Il y en a dans des femmes d'ici, des femmes immigrantes, qui ont vécu des situations relationnelles extrêmement douloureuses. Et je pense que l'écriture est une manière de se guérir aussi et de transformer, d'éviter la victimisation et de transformer notre vécu en quelque chose de créatif et qui peut peut-être inspirer d'autres personnes. Oui, il y a souvent cette dimension chez les auteurs que j'interviewe on pourrait presque dire d'auto-analyse, ou en tout cas une forme justement une forme de méditation presque dans le fait d'écrire. Est-ce que toi, tu ressens ce besoin d'écrire très régulièrement pour faire ressortir de toi certaines pensées, pour arriver justement à atteindre un certain calme intérieur? Oui, certainement. Mais je trouve que mon écriture, elle a évolué avec le fait d'avoir écrit mon autobiographie, là, que je voudrais retravailler. C'est-à-dire que maintenant, j'ai plus envie d'écrire pas comme une introspection personnelle, mais j'ai envie de transmettre quelque chose à l'extérieur. Donc, c'est un peu différent, mais c'est vrai que moi, ça m'aide personnellement d'écrire. Ouais. Et de formuler ce que je ressens intérieurement en m'adressant, en me disant c'est pour donner au monde, disons. Le processus est un peu différent que juste écrire des pensées personnelles que je fais aussi. Mais j'ai envie d'écrire pour l'extérieur aussi. L'aspect méditation se retrouve beaucoup dans mon livre d'ailleurs, parce que tu mentionnes ça. Je pratique la méditation. Je trouve que c'est une grande aide pour reconnecter justement à une dimension de nous qui est en deçà de la compulsivité des pensées et de tout ce que le monde actuel, les inquiétudes, les peurs, les désirs, les émotions, les pensées, etc. C'est de revenir à quelque chose de plus paisible en nous et qui est accessible à tout moment de la journée. Et, donc tu pratiques la méditation même en journée? Tu arrives tu arrives à prendre un petit peu de temps pour faire ça? Oui, mais pratiquer la méditation, c'est pas s'asseoir sur un coussin en lotus nécessairement. Et c'est juste, tu peux être devant ton ordinateur et méditer. C'est juste de s'arrêter intérieurement à un moment donné, juste respirer consciemment quelques fois, et puis tout de suite, notre rapport au monde se modifie. On est comme sur une autre fréquence. Et ça rejoint aussi un autre thème qui traverse ton roman, je pense, c'est cette quête d'aller au-delà
des apparences, d'aller au-delà du matériel, d'aller au-delà du consumérisme à tout craint. On a aussi un personnage là, celui du journaliste qui, j'ai l'impression, est dans une période de crise, de transition intérieure et qui a besoin de sens, une quête de sens qu'on peut tous partager, je pense, à un moment de notre vie. Ça, est-ce que c'est aussi quelque chose que tu as en toi? Bien sûr, bien sûr. La quête de sens plus profonde de la vie, mais aussi ce désir d'authenticité, de vérité dans la vie, de ne pas juste vivre à la surface de nous-mêmes, mais d'être connecté avec une dimension de nous qui n'aspire qu'à s'exprimer. Et c'est le cas de la plupart des artistes, c'est ça qu'ils cherchent, c'est cette dimension en eux-mêmes qui crie je veux dire quelque chose, je veux m'exprimer, je veux... et alors je pense qu'un artiste est peut-être plus sensible que quelqu'un qui est dans une carrière assez traditionnelle, avec un mode de vie assez traditionnel, mais je pense qu'à un moment donné, surtout si on se heurte à des épreuves dans la vie, tout à coup ça peut éveiller en nous quelque chose de plus profond. Et se dire, mais quelle vie je suis en train de mener là, une vie de fou, je dois courir tout le temps après le temps, j'ai pas le temps pour mes enfants, j'ai pas le temps pour mon partenaire, ma partenaire. À quoi bon? Quel est le sens de tout ça? Et puis un jour, juste pour peut-être attendre 65 ans et puis ne jamais avoir vécu, jamais avoir profité, ou fait des choses qui vraiment étaient... Quels étaient mes rêves quand j'étais enfant? C'est important de se rappeler l'enfant qu'on a été, et quels étaient nos rêves. De quoi on rêve pour nos propres enfants, et voilà. Il y a dans ce livre justement des passages qui sont traversés par une certaine tristesse, par une certaine nostalgie ou par cette introspection dont tu parles, de certains des personnages qui sont aux prises avec ces questionnements, mais il y a aussi de l'espoir, il y a aussi l'amour dans ce roman. C'est donc un ensemble d'expériences humaines qui est finalement ouvre sur une note positive, je pense. Oui, et puis je voulais aussi montrer que l'amour, ce n'est pas quelque chose qui se vit entre 20 et 30 ans. C'est quelque chose qui, à tout moment, peut exister. Et qu'on mûrit à travers la vie, à travers les expériences. Et que peut-être, à un moment donné, des gens ont vécu des épreuves et peuvent connecter avec une autre personne à un autre niveau. Et ça pose la question, qu'est-ce que c'est l'amour? Quelle est cette connexion particulière qu'on peut avoir avec l'autre qui n'est pas juste l'apparence, toujours faire semblant d'eux, ou être dans un mode où on n'est jamais vraiment nous-mêmes. Et c'est ça que j'essaie de montrer à travers ce couple qui se rencontre à un âge plus avancé et qui connecte à un autre niveau. Alors, pour aller sur tes influences, Karine Boquillon, et tes influences littéraires en particulier, mais on pourra aussi parler de tout un tas d'autres choses. Je sais que tu es une grande voyageuse, également amatrice de voile, et j'imagine que ça va venir sur la table, parce que peut-être que ce sont des voyages qui t'inspirent. Est-ce que tu as un livre de chevet? Est-ce que tu as un auteur de référence? Ou est-ce que tu as un goût particulier dans la littérature, dans l'histoire de la littérature? Alors, c'est drôle que tu me poses la question, parce que je suis en train de relire L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera, à la suggestion d'Adrien Vol, parce qu'on a parlé de ce livre, que j'ai lu il y a une trentaine d'années, ou une vingtaine d'années. Mais sinon, il y a d'autres romans qui m'ont vraiment marqué. C'est 100 ans de solitude de Gabriel Garcia Marquez. Excellent. Mémoire d'Adrien de Marguerite Yourcenar. Et puis des auteurs comme Rainer Maria Rilke. Enfin, puis j'en ai un paquet parce que j'ai lu beaucoup. Et puis durant mes études universitaires, en plus, je faisais mais je n'ai pas passé les examens, mais le baccalauréat en philosophie. Donc tous les auteurs de philosophie. Déjà à l'époque, je me posais beaucoup de questions sur le sens de la vie, mais les auteurs grecs, là, Platon, enfin, Socrate, enfin, toutes ces lectures qui nous ramènent à nous interroger sur le sens
de cette vie. Tu as donc publié ce premier roman ici au Canada aux éditions Terre d'accueil, qui est justement une maison d'édition centrée sur les immigrants et leurs Absolument. histoires en particulier, et donc évidemment très à propos pour ce premier roman. Mhm. Comment cette expérience s'est-elle déroulée? Est-ce que euh, tu es heureuse d'avoir sauté le pas après toutes ces années, après avoir beaucoup écrit sans publier? Mhm. Tu recommanderais à un auteur qui n'ose pas se lancer de le faire? Absolument, absolument. Ah, mais pour moi, c'est un accomplissement parce que l'auto-édition, c'est l'auto-édition. Mais lorsqu'on est reconnu par un éditeur, et mon éditrice en particulier, que je salue d'ailleurs, Suzanne, et qui a entrepris cette maison d'édition justement pour permettre à des nouveaux arrivants ici de s'exprimer, de raconter leur histoire. Je sais qu'elle est très attirée par des autobiographies aussi, et donc elle veut transmettre, donc créer un patrimoine d'histoires de nouveaux arrivants, parce que ça nous aide. Donc, pour répondre à ta question, absolument, j'encourage n'importe qui à raconter, à écrire déjà tout simplement, et à oser parler d'elle, parler de lui, et d'essayer de transmettre nos expériences au monde extérieur. Je pense que c'est toujours une aide. Et tu parles de créer un patrimoine, ça c'est une problématique qui me tient à cœur et qui m'intéresse parce que j'aime l'histoire de par mes études, de par mes origines et l'art. Et bien souvent, les gens déplorent qu'au Canada, nation récente, entre guillemets, encore une fois avec des gros guillemets, ce patrimoine-là soit mal transmis, mal connu et mal mis en valeur. Pour ce qui est de notre communauté franco-ontarienne et de la littérature franco-ontarienne qui t'a donc accueilli désormais, est-ce que tu as le sentiment qu'il existe ou qu'il peut exister justement une littérature franco-ontarienne, et comment est-ce que tu la définirais, cette littérature-là? Elle existe déjà antérieurement à l'arrivée de nous immigrants récents, puisque il y a des auteurs franco-ontariens admirables qui ont écrit depuis, je ne sais pas, au moins 100 ou 200 ans sûrement, qui sont plus ou moins connus, mais on a aussi plusieurs maisons d'édition ici en Ontario qui ont pignon sur rue depuis... Maison d'édition en français. En français, oui, franco-ontarienne, qui ont pignon sur rue depuis des décennies. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà... je sais que les franco-ontariens se sont beaucoup battus, en particulier dans le Nord, pour faire valoir leurs droits de francophones, et qui ont donné naissance à des écrivains, des écrivaines dans toutes les régions de l'Ontario. Et comme on sait, le Nord de l'Ontario est particulièrement est un foyer de francophones et de francophiles. Et donc, voilà comment je la définirais, c'est que on a des antécédents qui nous inspirent en fait. Et maintenant, les nouvelles générations d'immigrants francophones viennent enrichir cette francophonie avec leurs propres histoires, qu'elles viennent d'Afrique, qu'elles viennent du Maghreb, qu'elles viennent d'Europe, qu'elles viennent d'Haïti, de la Guadeloupe, de la Martinique, enfin toutes les régions du Québec aussi. Il y a beaucoup de Québécois ici qui ont des talents littéraires. Donc je pense que cette immigration francophone vient vraiment enrichir un bassin littéraire et culturel qui existait déjà. Avec des histoires donc qui se déroulent parfois, comme c'est le cas pour Souviens-toi des femmes de Turtle Island, ici dans la ville reine, et ça fait plaisir encore une fois de trouver un roman qui se déroule ici. Karine Bouquillon, je te disais que tu es une grande amatrice de voile et de voyage. Tu voyages, tu as beaucoup voyagé dans différents pays, différentes parties du monde. Est-ce que ces voyages et cette pratique de la voile te nourrissent ton inspiration? Oui, certainement. D'ailleurs, je pense que ça va faire l'objet d'un prochain roman qui sera vraiment centré sur une expérience de voile. Ah oui, la voile, quand j'étais adolescente, mon père m'a envoyé 2 fois dans un camp de voile, mais dans le sud de la Belgique. Donc c'était un tout petit lac près de Chimay, où j'ai appris à faire de la voile sur un optimiste. Donc c'est encore
Tout sur petit ces petits bateau, voiliers-là ouais, que ouais. les enfants apprennent même ici à Toronto à naviguer. Donc il y a un petit mât avec une seule voile. Ouais. Et j'ai été immédiatement mais fascinée par le fait d'avancer avec le vent et une voile. Donc j'ai fait 2 fois, j'ai dû faire en 2 ans, j'avais peut-être 12-13 ans, un stage de voile d'1 semaine, un camp d'été. Et ça ne m'a pas quitté. Après, j'ai eu l'occasion de faire de la voile en mer du Nord avec des amis. Et puis, dans les années 80, j'ai eu l'occasion de naviguer sur un voilier beaucoup plus gros et de naviguer en Méditerranée, le long des côtes méditerranéennes, de faire plusieurs fois le tour de la Corse, de la Sardaigne, d'aller en Sicile, aux Baléares. Enfin, en fait, des traversées de nuit, là, j'étais fascinée. Puis à l'époque, il n'y avait pas de GPS, dans les années 80, donc on naviguait avec des cartes. Ouais, là, il fallait être On faisait véritablement... notre calcul de vitesse, de direction, on calculait les dérives. Avec un cabestan et tout le... C'est ça. Le sextant, je l'ai utilisé en Atlantique plus tard. J'ai appris à l'utiliser. Mais même quand mes enfants étaient petits, j'ai vécu... En fait, je peux dire que mis bout à bout, j'ai dû passer 5 années de vie, mais de vivre sur des voiliers, quoi. Vraiment? Ah oui. Et donc mes enfants, quand ils sont nés, je vivais avec leur père sur un voilier. Donc, puis on a fait des très grandes navigations, hein, jusqu'aux Canaries. Ce sont quand même des grands voyages. Hein. Jusqu'aux Canaries, 2 fois aller-retour. Enfin, et donc aujourd'hui, sur le lac Ontario, ici à Toronto. Ben oui, c'est pas la Méditerranée, mais c'est mieux que rien. C'est juste le plaisir c'est quand même un très grand lac, mais c'est sûr qu'il y a un peu un manque de mouillage, de petites îles, etc. Mais ce qui est fantastique, c'est qu'on a rencontré une communauté de gens qui aiment aussi naviguer et qui ne naviguent pas que sur le lac Ontario. Et j'espère un jour pouvoir renaviguer en Méditerranée ou dans d'autres, ou dans les Caraïbes, enfin on verra. Mais en tout cas, ça ne me quittera pas. Je pense que si je gelais pas l'hiver ici, je pense que je vivrais à l'année dans le port de Toronto sur un bateau. Alors justement, tu nous as parlé de tes prochains projets, Karine Bouquillon, et d'un roman autour de ce thème de la voile. Est-ce que c'est un roman qui se passerait aussi à Toronto avec des protagonistes canadiens, ou est-ce que tu penses à autre chose? Je pense que ça serait assez autobiographique. Mais en fait, un roman autobiographique, évidemment, moi je pourrais dire que celui-ci est un roman autobiographique parce qu'il est inspiré de ma vie. Un morceau de ta vie, ouais. Et c'est sûr qu'il y aurait une partie romancée, mais j'aimerais bien raconter plus en détail ce que ça représente, parce qu'il y a un côté dans la voile, dans la navigation, où on ne peut pas être dans la pensée. Mais beaucoup de sports sont comme ça d'ailleurs. Hein. On est vraiment dans l'action. Et je trouve en particulier pour les femmes, c'est peu courant qu'une femme est capitaine de bateau, puisque moi je suis la capitaine de mon voilier. Ouais. C'est-à-dire je suis pleinement responsable de mon équipage, de la sécurité à bord, de toutes les décisions qui peuvent concerner le bateau. Et ça exige une vigilance constante. C'est qu'on ne peut pas être endormi comme on peut même l'être au volant d'une voiture. C'est qu'on peut être un peu dans ses pensées, etc. Et là, ça demande d'être alerte. Ouais. Moi j'aime ça. J'aime ça. Que la vie me ramène à quelque chose, d'être présent au moment présent et d'être alerte et d'être face aux éléments et de devoir décider des choses qui sont même parfois indépendantes de nous, c'est-à-dire le vent change, les vagues se lèvent, il y a telle circonstance, il se passe toujours quelque chose qui est stimulant. Tu nous fais rêver avec ces histoires de voile et j'ai hâte de découvrir le prochain roman. En tout cas, celui qui vient de paraître s'intitule « Souviens-toi des femmes de Turtle Island » aux éditions Terre d'Accueil, avec donc une histoire, une protagoniste. Je mets le livre sur la caméra en même temps, une protagoniste autochtone, et donc quelque chose qui fait vibrer, qui fait réfléchir, surtout pour la place des femmes et j'allais dire la reprise en main. Le mot qui me vient est un mot anglais, malheureusement, empowerment. Oui. Redonner la voix. Redonner cette voix, cette non seulement aux femmes autochtones, mais à toute la communauté des Premières Nations, et je dirais même
à développer les ponts et à se rappeler qu'il y a qu'il y a des traditions ancestrales ici au Canada et qui pourraient nous inspirer. Vous nous inspirez tous et toutes. Absolument. Karine Bouquillon sur les ondes de Choc FM 105.1. Merci d'avoir participé à cette émission Nos francophones ont du talent. C'était un grand plaisir. Est-ce que Merci, tu as un Guillaume. mot de la fin pour les auditeurs? Peut-être préciser, on peut trouver le livre évidemment sur Internet et dans toutes les bonnes librairies. Terre d'accueil a un site Internet aussi. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres références à donner aux auditeurs? Les livres vont être disponibles, mon livre va être disponible sur Amazon dans quelques semaines. Excellent. Donc, en fait, c'est un processus en cours, comme l'apparition est assez récente. Alors, on vous conseille chaleureusement Karine Bouquillon, souviens-toi des femmes de Turtle Island. Merci beaucoup, Karine. Merci Guillaume, c'est un plaisir.